Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de l'Agora des directeurs juridiques et de la compliance. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie Avon, qui est la coprésidente du club, à qui je vais laisser le mot d'introduction. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Et on mesure d'autant plus cette fidélité que nous sommes 52 inscrits aujourd'hui, sachant que nous sommes 80 à l'Agora des directeurs juridiques. C'est un chiffre record pour une visio. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Merci. Je dois reconnaître que le sujet a fait l'unanimité au sein du comité de pilotage quand on a parlé de ce sujet. Et que c'est un sujet d'autant plus d'actualité puisque nous sommes tous quotidiennement confrontés à cette problématique et nous sommes les premiers à en avoir besoin. D'ailleurs, je dois vous faire une petite confidence, j'ai louvoyé et je suis au studio justement pour bien prendre les leçons de notre grand maître, que je vais avoir le plaisir de poser des questions en direct après. Voilà. Mais n'hésitez pas, posez vos questions et embêtez-le bien comme il faut. À bientôt. Merci beaucoup Marie. Alors voilà, plus d'un an que nous sommes entrés dans cette nouvelle ère liée à la Covid. Cette nouvelle ère où nos relations professionnelles sont devenues quasiment exclusivement digitales à travers des écrans, télétravail, visioconférence, réunions à distance. Voilà, alors nous espérons tous évidemment un retour du présentiel, du face-à-face, de la poignée de main, de la bise. Mais nul doute que ces nouvelles habitudes vont quand même s'inscrire dans la durée, car il y a aussi évidemment des avantages aussi à ces réunions à distance et visioconférences pour l'entreprise et le collaborateur. Mais évidemment, face à cette multiplicité de visio, comment réussir à capter l'attention et surtout la retenir et ceci est valable lorsque vous êtes avec vos équipes, avec votre direction, avec vos partenaires, avec vos clients. Donc c'est vraiment un sujet à la fois d'actualité et absolument essentiel aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir ce soir Thomas Roche, qui est professeur d'art oratoire à l'école de l'art oratoire, qui va donc vous expliquer les clés de l'art oratoire et comment les appliquer en mode digital. Thomas, bienvenue. Alors juste quelques mots quand même pour présenter Thomas, savoir qui il est. Il se trouve que Thomas a le même profil que vous tous. Il est diplômé d'un DESS en droit des affaires et de l'école du barreau de Paris. Il était avocat dans un grand cabinet d'affaires international pendant plus de 10 ans. Et en 2011, il a décidé de changer un petit peu de vie et d'assouvir sa passion pour les métiers d'acteur et d'auteur. Donc il s'est formé auprès de grands professeurs et il est devenu également professeur d'art oratoire à l'école de l'art oratoire en 2011. Merci Thomas, à toi la parole. Merci Brice et Marie. Et pour reprendre l'idée par laquelle commencent Brice et Marie, il est clair que la prise de parole en public est devenue, depuis une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on le voit à la télé, on le voit au cinéma, on le voit dans les concours d'éloquence, un vrai sujet stratégique et vous le vivez au quotidien, comme l'a rappelé Brice, et peut-être encore plus depuis l'année 2020 avec l'intervention de la communication à distance. Donc il y a un vrai défi de la prise de parole en public de l'orateur moderne. Et pour un orateur européen, on y reviendra, il y a une différence culturelle entre l'Europe continentale et les orateurs plutôt anglo-saxons, anglais ou américains. Il y a certaines difficultés classiques que rencontre l'orateur européen, dont peut-être, certainement, vous êtes dans vos directions juridiques ou compliance. Il y a une première difficulté que l'on rencontre, c'est l'empirisme. C'est-à-dire que souvent, dans les entreprises ou dans différents métiers, on est des orateurs comme des sportifs qui auraient appris leur métier sur le terrain en expérimentant et en n'ayant pas nécessairement des cours, des règles, peut-être en ayant reçu, mais de manière pas forcément très claire et auquel ils pourraient se rattacher de manière extrêmement pragmatique. Et pour combler ce vide, si je puis dire, c'est l'objet de la conférence de ce soir. Il y a une autre difficulté que rencontre l'orateur européen, c'est ce qu'on appelle au théâtre le trac, le stress, la peur de parler en public. Et il faut la surmonter. Donc dans ce monde, on va dire, où la prise de parole est devenue tellement plus stratégique qu'avant, il faut surmonter encore ce stress. Et on verra qu'on peut le surmonter par des techniques
c'est encore pragmatique des techniques que nous allons évoquer ce soir lors de cette conférence pour dépasser ce stress et en faire quelque chose. Parfois, le stress est même inconscient, ce qui est d'autant plus sournois et ce qui crée des défauts d'expression, des tics gestuels, des tics de langage, la complexité du propos. On va ramener les choses, le sport oratoire, l'art oratoire est un sport, à l'essentiel ce soir. Une troisième et dernière difficulté que j'aimerais évoquer aussi pour commencer, c'est l'idée de nous sommes, et comme nous sommes entre juristes, si je puis dire ce soir, nous sommes des intellos, nous sommes des cartésiens, nous sommes hyper centrés sur le cortex bien souvent, parce que notre formation d'experts nous y a menés, mais comme dans bien d'autres métiers, et le cartésianisme, on va dire, est une vertu et aussi une difficulté que rencontrent les orateurs européens continentaux, eh bien on va avoir besoin de dépasser cet hypercentrage sur le cerveau, c'est-à-dire ce piège dans lequel on se met souvent, qui est de rester au stade intellectuel du discours. On a besoin d'incarner le discours, on a besoin, comme l'évoquaient Brice et Marie, d'impacter ces publics, de les mettre en mouvement, de les faire réagir, de les convaincre, de les émouvoir, de les redynamiser dans cette phase de désenchantement des organisations. Et c'est vraiment le cœur du propos ce soir. On a besoin pour ça d'un professionnel de la prise de parole en public. Ce professionnel qu'on va convoquer ce soir, c'est le comédien, c'est l'acteur. On a vu pas mal de séries ces derniers temps sur Netflix et autres, et donc on en a vu des comédiens à l'appel. On est moins allé au théâtre, mais le cinéma, la télé s'inspirent des règles fondamentales du théâtre, et le comédien que l'on va convoquer ce soir, c'est bien l'acteur de théâtre, qui est un orateur professionnel. Alors, il y a des différences entre l'orateur que nous sommes en entreprise ou dans la vie publique, politique, et le comédien qui est dans une pièce de théâtre. Il y a des différences, c'est pas le même métier, mais il y a aussi des bonnes pratiques. Le comédien est allé à des cours d'art dramatique et il a appris des best practices, c'est ce qu'on va évoquer ce soir, et des techniques. Et on va les évoquer tant du point de vue de l'orateur qui est en présence de son public, puisqu'on évoquait avec Marie le fait que certains d'entre vous interviennent alternativement en présentiel ou en distanciel, et même parfois en mode hybride, c'est-à-dire à la fois avec un public qui est présent physiquement et un public qui est à distance. Donc on va équilibrer un peu cette conférence de ce soir avec des repères tant en présentiel qu'en distanciel. En présentiel, l'analogie avec le théâtre est claire, et il y a un contrat que l'on va tirer du théâtre, du monde du théâtre, un contrat qui nous fixe un certain nombre de règles, et pourrait-on dire un code de déontologie de l'orateur en présentiel, de l'orateur en général, de l'orateur professionnel. C'est l'idée de devenir de l'orateur empirique à l'orateur professionnel. Ce contrat comporte des lois, et on va en évoquer trois règles ou trois clauses, si vous préférez. La première de ces règles qui s'applique, cette déontologie qui s'applique entre le public et l'orateur, et qui nous vient du monde du théâtre, c'est pour ça que j'utiliserai le terme de théâtre, c'est ce qui s'appelle le contrat de la rampe. La rampe au théâtre est un trait magique qui sépare le comédien qui est sur scène. Dans la zone de travail, la scène est éclairée, il est avec d'autres comédiens parfois il est seul. Ce trait magique, la rampe, le sépare de son public qui est dans le noir. Et ce contrat de la rampe, c'est la clause de responsabilité de l'orateur. Qui est en charge du succès ou de l'échec de la prise de parole face à un public qui parfois est difficile? Au théâtre, le comédien, même face à un public difficile, antagoniste, qui réagit, un public d'adolescents, on peut imaginer la difficulté du travail du comédien, eh bien le comédien reste 100% responsable de l'état de sortie de son public. Et l'orateur, de la même manière, si on transpose cette règle au monde présentiel, est 100% responsable de l'état de sortie de son public. Le public, lui, il est paresseux dans une salle de théâtre, mais aussi dans un amphithéâtre en entreprise, dans une salle de réunion. Il a tous les droits, c'est ce qu'il pense quand on s'assied dans une salle, un amphithéâtre par exemple. On n'a aucune charge sur nos épaules, et même quand on nous pose une question, parfois on ne répond pas parce qu'on ne sent aucune pression sur le fait d'avoir à parler.
c'est l'inverse pour l'orateur qui lui porte 100% des charges, qui est 100% responsable de l'état de sortie de son public et qui doit de ce fait s'adapter à son public. Ce que vous pouvez retenir du contrat de la rampe, c'est que c'est toujours à l'orateur, à l'oratrice de s'adapter à son public et jamais l'inverse. C'est une règle qui est lourde en présentiel. Une deuxième loi ou règle, un deuxième principe déontologique de l'orateur, c'est le respect du masque. Encore un terme de théâtre. Le masque, vous voyez la métaphore, le masque dans l'Antiquité, les comédiens rentraient en scène, ou dans la Commedia dell'arte, avec un masque. C'est l'idée du personnage. Quand on interroge nos élèves, nos clients, les personnes qu'on coach, souvent quand ils prennent la parole et qu'on les accompagne et qu'on leur demande qui parle, qui le public doit-il voir lorsque vous lui parlez? Et la réponse qui vient spontanée, c'est « c'est moi ». Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, l'orateur évoque sa personne, évoque pas son personnage. Et il y a cette idée, déontologie, du masque, qu'on doit à son public le personnage, le rôle, la fonction au titre de laquelle on s'exprime. C'est une des lois fondamentales qu'on retrouve dans toutes les prises de parole en public. Et cela suppose, notamment au théâtre, si je reste sur cette idée du masque en tant qu'instrument de théâtre, cela suppose une compréhension du rôle. Non seulement qui parle, et aussi quel dossier je porte, puisque l'orateur est l'incarnation d'un personnage. Un personnage est une logique de pensée. Si on prend un personnage classique, comme Don Juan, ou un personnage plus récent, comme Cyrano de Bergerac, le comédien rentre en scène dans une certaine logique de pensée qu'il a travaillée. Si c'est Cyrano, par exemple, il y a eu un film joué avec Gérard Depardieu, dont vous vous souvenez, et quand on regarde ce film, on sait que c'est Gérard Depardieu, mais on voit le personnage. Et Gérard Depardieu a travaillé non seulement son texte, mais surtout la logique de pensée de Cyrano de Bergerac pour donner à voir au public un personnage avec ce masque qui est un nez dans Cyrano de Bergerac, le plus crédible et le plus efficace possible. C'est la même chose pour vous, les orateurs professionnels. Vous devez, même si le masque est invisible pour les orateurs professionnels, mais vous devez à votre public, pas seulement votre personne, dont le public ne saurait d'ailleurs que faire, mais bien votre rôle, votre fonction, avec cette logique de pensée qui doit être comprise et connue, bien entendu, pour l'incarner de la manière la plus crédible et la plus efficace possible. Le contrat de la rampe, 100% responsable pour l'orateur. Le respect du masque, 100% dans le personnage, c'est ce que l'orateur doit à son public. Et puis, la troisième des lois, c'est, puisqu'on se pose la question de savoir, puisque cette charge est si lourde, 100%, et que le personnage est quelque chose qu'il faut incarner, comment est-ce que je fais pour proposer à mon public cet orateur professionnel crédible et efficace? Eh bien, la troisième des lois, ou des principes déontologiques, c'est ce qu'on appelle l'obligation scénique, l'obligation de présence scénique. Comment je fais? Je vais utiliser l'instrument de travail des sportifs, des comédiens, des orateurs. C'est le corps dont on parle ici. Ça n'est pas que le cerveau, ça n'est pas que des parties du corps, des gestuels par exemple, mais c'est bien l'intégralité du corps. Et l'art oratoire, à cet égard, est un art global. Quand on évoque cette idée que le message, c'est le messager, c'est le message, il y a bien cette idée de l'incarnation. En anglais, on dirait embodying, prêter son corps à. Eh bien, c'est exactement ce que fait le comédien tous les soirs sur scène, ou l'acteur qui rentre sur un plateau de tournage. On voit de lui son corps. Vous voyez de moi actuellement mon corps et rien d'autre. Et vous voyez à travers ce corps, puisque je prête mon corps à la fonction de conférencier et de prof d'art oratoire, vous voyez ce conférencier et ce prof d'art oratoire qui s'exprime. Et le Thomas Roche, la personne Thomas Roche, est présente, mais sans être présente, elle est derrière le masque. C'est une des vertus du masque, c'est qu'à la fois vous donnez à voir un personnage, et qu'en même temps, vous, en tant que personne, vous restez de l'autre côté, face privée, face intérieure du masque, protégé d'une certaine manière de certaines réactions
potentiellement antagonistes ou difficiles du public. Voilà un énoncé des règles de base en présentiel. Et qu'en est-il en digital ? En digital, où tout semble tellement bouleversé, on peut se demander légitimement si ces 3 lois s'appliquent encore. Eh bien, en déflorant un peu le suspense, on peut dire d'ores et déjà que oui. Il y a, pour commencer, une rampe digitale, un contrat de la rampe digitale, cette clause de responsabilité. Mais lorsqu'on est en digital, la difficulté, imaginons que vous êtes en télétravail chez vous en visioconférence, ça peut être en audioconférence, ça peut être aussi en webinaire, dans tous les aspects du digital, toutes les modalités du digital. Vous êtes face, par exemple, en télétravail chez vous, dans votre salon ou dans votre bureau à domicile, face à cette caméra. La rampe est invisible, vous ne savez pas où elle est. Eh bien, pour la nommer, cette rampe, pour la localiser, la rampe, elle est dessinée par le champ de captation de la caméra. C'est un cône qui part du point de l'œil de la caméra et qui s'ouvre avec une certaine hauteur, une certaine largeur, une certaine profondeur de champ. Dans ce champ d'intervention, ce champ de captation de la caméra, c'est la même chose avec un micro, vous êtes face à une rampe, face à un public, même si vous ne le voyez pas nécessairement. Donc la rampe existe et, conséquence pratique, vous êtes 100% responsable, je reviens à ma clause de responsabilité, de la qualité de votre prestation oratoire. C'est ce que j'évoquais, comme dans la prise de parole en présentiel, en présence. Mais vous êtes également, et c'est la spécificité du digital, 100% responsable de la qualité audiovisuelle de votre prestation, c'est-à-dire qu'il vous revient de vous occuper du cadrage, ce qui au cinéma serait délégué à un cadreur, à un caméraman, de la lumière, ce qui au cinéma serait délégué à un éclairagiste, et de la qualité du son, ce qui serait au cinéma confié à un ingénieur son. Tout ça vous revient pour que cette responsabilité soit pleinement assumée. Tous les aspects du spectacle, de votre prise de parole, doivent être au point. Et d'autant plus que le public en digital est extrêmement zappeur, vous le savez, son attention est futile, elle est fébrile, il est très facilement attiré par d'autres activités et il est d'autant plus difficile pour l'orateur en digital de maintenir son attention. Donc recommandation issue du contrat de la rampe, assumez cette responsabilité et quand vous parlez en public, considérez que vous êtes comme si vous étiez sur scène face à un public, même si vous êtes dans votre salon. La deuxième des lois évoquées, c'est le respect du masque. Il y a aussi en digital, pour l'orateur en digital, un masque digital. Et comme je commençais à l'évoquer, l'orateur en digital a cette difficulté, je prends l'exemple du télétravail par exemple, qu'il est entre sa salle de bain et sa cuisine, et que, ou même dans un bureau, dans son lieu de travail, mais que tout le ramène à une certaine quotidienneté. Tout le ramène, il est seul et il est dans un environnement sinon banal, mais qui le renvoie au personnel et qui l'éloigne d'autant plus de son personnage, de son rôle, de sa fonction. Donc il y a une vigilance à avoir en digital, plus grande encore qu'en présentiel, sur la conscience du rôle. Qui parle lorsque je parle face à cette caméra ? Qui parle quand je parle en audioconférence face à un micro, par exemple. Conscience du rôle, respect du masque. Et ce respect du masque inclut la conscience pour l'orateur professionnel, non seulement de son rôle, mais également de la situation dans son ensemble, puisque s'il est seul, on peut imaginer un manager face à son équipe, de l'autre côté du média digital, ou, comme je suis en train de le vivre maintenant, un conférencier face à un public qu'il ne voit pas, je ne vois que la caméra en face de moi. Il faut donc que, dans ce respect du masque, construction intellectuelle, logique de pensée du personnage, j'ai une conscience très claire de qui parle à qui et pourquoi. On a vraiment cette triangulaire de base quand on parle du respect du masque en digital, le masque digital, cette fonction émettrice, le personnage, la fonction réceptrice, le rôle, le public cible, le rôle du public cible, et puis l'objectif qui anime mon travail d'orateur. Donc recommandation, ayez la conscience du rôle et mobilisez-vous pour créer ce personnage crédible et efficace, même en digital, alors que rien ne vous y invite dans votre environnement direct. C'est une des difficultés fondamentales.
Et puis la troisième des lois que j'ai évoquées, après le contrat de la rampe digitale, le respect du masque digital, c'est l'obligation scénique, l'obligation de présence physique. Et en digital, encore une fois, on accumule les difficultés en réalité. Il y a énormément de leurres dans le monde digital. On y reviendra un peu dans la deuxième partie de cette conférence où j'aborderai la technique pour assumer cette obligation scénique, cette obligation de présence physique. Il faut mobiliser son énergie physique pour proposer ce personnage et assumer la charge de responsabilité face aux médias digitales. Les difficultés ne manquent pas. J'évoquais des leurres, et un des leurrs habituels, c'est qu'on pourrait se dire en tant qu'orateur que la sophistication et la technicité de l'outil digital va suppléer à mes carences en tant qu'orateur, comme si on déléguait notre efficacité oratoire à l'outil. Malheureusement, il n'en est rien. La charge porte toujours sur vous, c'est vous le premier rôle, c'est vous l'acteur principal de votre présentation et la caméra ou le micro ou le média digital concerné ne peut rien pour vous d'une certaine manière, sinon transmettre votre efficacité au public cible. Mais il ne la modifiera pas, il ne la créera pas. C'est vraiment votre responsabilité. Et donc en cas de dysfonctionnement digitaux par exemple, puisqu'on n'est jamais à l'abri en digital que cet outil auquel on prête tant de vertus nous plante, si je puis dire, qu'on ait des bugs, qu'on soit face à des difficultés sur le son, sur l'image, et bien dans ces moments-là, c'est le masque qui gère la difficulté et votre corps est toujours mobilisé avec cette technique que l'on va aborder dans un second temps, c'est-à-dire sous peu, pour porter ce personnage, garder ce personnage, sa crédibilité, son efficacité, son impact sur les différents publics que vous avez en face de vous, des élèves, vos équipes, un codir, tout est possible et on va ramasser ça dans le travail du corps. Il y a en digital, on pourrait croire une telle distanciation entre l'orateur, l'oratrice et son public qu'on ne voit plus tellement la dimension physique de l'art oratoire. Or, elle est première. Et l'art oratoire, qu'on soit en présentiel et en digital, c'est là où les parties se recoupent, est toujours un corps à corps. Le corps d'orateur qui impacte, au final, de l'autre côté de la chaîne d'intermédiation digitale, le corps du public, et quel qu'il soit, des élèves, votre équipe, un codir, un PDG, que sais-je, dans les différentes situations que vous vivez. Alors dans ce corps à corps, on a besoin, en tant qu'orateur professionnel, en tant que sportif de l'art oratoire, sportif de l'impact oratoire, on a besoin d'une technique. Après avoir évoqué 3 lois, j'aimerais évoquer 3 clés physiques de l'art oratoire qui vont fournir à l'orateur l'effet de levier nécessaire pour, tant en présence qu'à distance, muscler son jeu, augmenter son impact oratoire. La première des clés de l'orateur professionnel, c'est son regard, c'est son système d'écoute. On parle beaucoup dans les règles managériales d'écoute active. Il faut être en écoute active, on l'entend partout, c'est un peu l'arlésienne dans le sens où on l'évoque, mais rarement on nous donne, à part des outils intellectuels, des moyens physiques d'être à l'écoute, écoute active, l'action d'écouter. Ce sont les organes de perception de l'orateur qui doivent être mobilisés pour qu'il soit en écoute active de son public. Et pas qu'il reste piégé, comme je l'évoquais au début, dans sa pensée, dans son cortex, dans sa préparation. Parce que ça risque d'être un orateur qui produit l'effet de la lettre morte, du discours mort. Donc il y a bien une vie à insuffler, un souffle à donner à son propos. Et ça commence par le regard, l'écoute de son public qui va stimuler en nous un texte. Alors, le regard est premier en art oratoire. Ce regard va avoir énormément de vertus. Des vertus tant sur l'équilibre global du corps de l'orateur que sur la gestion de ses émotions, la gestion de son stress, que sur la gestion également de sa pensée. Et comme nous sommes des cartésiens, nous sommes assez attachés à ce qu'on appellera, nous, à l'école de l'art oratoire,
la pensée décalée, c'est-à-dire au moment où l'on parle, on est déjà en train de penser à la suite de son propos. On n'est plus dans l'instant présent. Le regard nous ramène au présent. Il fait naître l'orateur face au public, parce que l'écoute est instantanée, elle est dans l'instant, elle est dans l'ici et maintenant, et j'actualise par le regard en permanence, 24 heures sur 24, minute par minute, seconde après seconde, en écoutant mon public, j'actualise la perception que j'ai de l'état du public, qui est évolutif à tout instant, à chaque seconde, dans le cours de ma prise de parole en public. Donc vraiment, clé numéro 1, ce regard. Quand on est en présentiel, on parlera de regard portée globale. Je suis ici seul ou presque dans ce studio d'enregistrement, mais je fais comme si j'avais en face de moi, on imagine une salle de réunion avec 6 ou 8 personnes, et je m'appuie en regard sur ces personnes. Je les inclus dans ma production intellectuelle. Je reste en relation avec mon public afin que, produisant mon texte, je l'inclus dans mon texte. C'est un principe de co-construction du discours grâce à l'écoute du public, du point de vue de l'orateur. Donc, clé numéro 1, regard actif, regard porté global, regard d'intérêt, décision de s'intéresser à ce public. Et là, je fais comme s'il y avait un public en présence, que la salle soit plus comme une salle de réunion ou que la salle soit beaucoup plus grande. Donc, gardez cette première règle du regard d'écoute active, décision de s'intéresser à son public, en présence. La deuxième des règles techniques, des clés techniques, c'est celle qu'on entend le plus souvent, c'est la posture. On entend l'ancrage, la posture. Et c'est teinté, quand on reçoit ce conseil en général, d'une certaine rigidité. Le « tiens-toi droit » de notre enfance n'est jamais loin. Et du coup, l'orateur se rigidifie. J'ai énoncé en premier le regard, et seulement après la clé de la posture, celle du dos, parce que l'orateur commencera toujours par travailler d'abord le regard, pour, s'appuyant physiquement et en restant à l'écoute de son public, retrouver sa verticalité. Et c'est donc une verticalité qui est souple, c'est une verticalité qui est agile. L'orateur doit être physiquement agile, émotionnellement agile et donc intellectuellement agile. Cette posture lui assure, quand elle est en place, une intendance respiratoire et vocale bien meilleure. Elle permet également, et c'est le fruit de la théorie de l'évolution, d'être non seulement un erectus, mais donc un sapiens dont le cerveau fonctionne à plein. Pour que le cerveau fonctionne bien, Homo sapiens sapiens, qui est issu du sapiens et de l'erectus juste avant, il faut être dans sa verticalité. Quand le corps est molluscus, on y reviendra, le cerveau fonctionne beaucoup moins bien malheureusement, et la voix, vous l'entendez également, parce que la respiration est bloquée à ce moment-là. Le regard de l'orateur, clé numéro 1, la posture de l'orateur, qui lui assure, outre les bénéfices que j'ai évoqués, une stature de leadership. Les verticaux sont des leaders. Et depuis les dizaines d'années qu'existe l'école de l'art oratoire, on observe même que les verticaux sont des gagnants. Et on peut l'observer dans la vie publique notamment. Si on prend un panel d'orateurs tels que un De Gaulle, un Mitterrand, un Giscard, même avant Mitterrand, un Obama, pour prendre que ces exemples-là, on observe un type d'orateur. Et quand on prend d'autres orateurs, si on prenait un Borloo, si on prend un Fabius ou si on prend un Philippe Séguin ou même un Michel Rocard, dont vous avez peut-être le souvenir, on a un autre type d'orateur. On a les verticaux et les gagnants de 1 à 2 mandats gagnés grâce à leurs élections et à leur présence oratoire, et les autres qui, se présentant à maintes élections, n'ont jamais remporté une élection. La verticalité, outil de la victoire, également, et du leadership, donc fondamental. Pour terminer, il faut consacrer l'orateur. J'ai évoqué De Gaulle et Obama notamment, et on a comme ça un raccourci historique de ces dernières années d'art oratoire, avec la voix de l'un ou de l'autre, et la voix des grands orateurs, on s'en souvient. La plupart du temps, on l'utilise mal en tant qu'orateur parce qu'on croit qu'on est frappé par une fatalité de la voix, qu'on arrive avec une voix qui n'est pas en place et que, résultat,
on est piégé à un certain niveau vocal. En réalité, la voix est un muscle, c'est un ensemble musculaire. La voix est une action, et on pourrait dire la voix est un geste sportif. Et comme tous les gestes sportifs, la voix se travaille. La voix consacre l'orateur en ce sens que c'est elle qui véhicule toutes les nuances de la pensée. C'est elle, Hermès, le messager, qui, du point de départ de l'orateur jusqu'au corps des différents membres du public en face de vous, va porter le message, va porter la ligne tonale, le rythme, va porter les intonations, les mots, le sens. Donc le logos et le pathos sont portés par la voix. Pas de voix, pas d'impact, malheureusement. Comment ça se passe en digital ? J'évoque le regard, le dos, la voix, ces trois clés qui forment ce que l'on appelle un cercle vertueux à l'école de l'art oratoire, ce qu'on appelle le système du RDV, regard, dos, voix, et qu'on pourrait symboliser comme un panneau de rond-point avec trois flèches qui nous font circuler et communiquer ces trois clés du regard, du dos et de la voix qui créent un système physique de l'orateur que l'on enseigne à l'école de l'art oratoire et que l'on a observé également chez certains des grands orateurs, chez tous les grands orateurs que l'on observe en général dans la vie publique, hommes ou femmes. Hillary Clinton en était une aussi, par exemple en 2008. Et on voit à l'œuvre ce système du RDV. Comment cela se passe-t-il en digital ? En digital, on va retrouver les mêmes fondamentaux techniques de l'art oratoire. Le système d'écoute, le regard, la posture, la verticalité et la voix. Sur le regard, évidemment, on est en difficulté quand on est en digital, et notamment en visioconférence. Le public est loin de nous, et si je prends l'idée de la visioconférence, on a sur Teams ou sur Zoom, par exemple, des vignettes. Et on voit alors l'oratrice ou l'orateur se perdre dans ces vignettes, parfois se perdre dans la vignette de lui-même ou d'elle-même. Vous connaissez ce qui est arrivé à Narcisse dans le conte, le mythe de Narcisse. Il se noie, il meurt dans son propre reflet. On est menacé par ça, la mythologie n'est jamais loin dans le monde moderne. Et l'orateur est perdu, il ne sait pas quoi faire de son regard. Comment techniciser le regard de l'orateur en digital ? Eh bien, on va utiliser, comme je le fais depuis le début de cette conférence, on va utiliser l'œil de la caméra de votre ordinateur. Ou, si c'est dans un studio comme ici, la caméra qui est posée et qui est active face à vous. Alors, il y a un petit travail d'imaginaire à faire. Il faut considérer, comme au cinéma ou à la télé, comme dans les séries qu'on peut regarder en ce moment, quand un orateur, un comédien, du coup, un acteur est face à la caméra, il considère que la caméra est son partenaire de travail et que l'œil de la caméra. Et donc, il va regarder la caméra comme si c'était quelqu'un de vivant, quelqu'un de réel. On va transposer ça directement dans la prise de parole en public, en digital. L'œil de l'orateur, l'œil vivant, porté sur l'œil de la caméra et considérant la caméra comme, c'est un travail de l'imaginaire, c'est une décision, je décide qu'en face de moi, le point vaut public. Cet œil de la caméra vaut public, donc c'est de la matière vivante. Et j'utilise l'œil de la caméra comme mon partenaire de travail. Je peux le faire parce que j'ai la connaissance technologique de ce que c'est qu'une caméra. Si je demandais à un papou de regarder une caméra, lui ne sait pas ce que c'est qu'une caméra et tout ce que ça induit derrière comme vecteur de transmission, et il ne pourra pas le faire. Mais nous pouvons parce que nous sommes éduqués et nous savons ce que c'est que cet outil de l'œil caméra. Regardant l'œil de la caméra, vous vous mettez en présence de votre public, à l'écoute de votre public, comme je l'évoquais tout à l'heure, et ça fait basculer votre système qui a pu être piégé dans la partie haute du cerveau, le cortex, la pensée analytique, vers une partie plus basse, le cerveau reptilien, qui va être beaucoup plus dans l'intuition pertinente et la co-construction du propos avec son public. C'est vraiment inclure le public dans sa production intellectuelle que de regarder cette caméra. Ça se travaille évidemment, mais c'est un outil utilisé, je le redis, par les comédiens notamment, face à la caméra, qui est extrêmement puissant. La deuxième clé que j'ai évoquée, c'est celle de la posture, celle du dos. Et pour cela, j'aimerais faire un petit sketch.
vous représentant ou représentant un orateur face à son ordinateur. Et bien souvent, la fatalité de l'homo digitalis, c'est d'être devenu un homo molluscus. Il est affalé sur sa table, son ordinateur est trop bas et son regard balaye sur les vignettes, sur la mosaïque, comme je l'évoquais tout à l'heure. Il y a une verticalité à retrouver en digital. Alors cela suppose, conseil pratique et technique, de surélever l'œil de la caméra. Là, j'utilise cet œil de la caméra, mais je surélève l'ordinateur afin que l'œil technologique soit à la hauteur de mon œil biologique. Ce qui va m'aider, utilisant le regard symbolique ou imaginaire sur le public, à retrouver cette verticalité et à reconvoquer toutes les vertus de la verticalité de l'orateur que j'évoquais tout à l'heure, tant du point de vue de la voix, de la respiration, du fonctionnement du cerveau de l'orateur en digital, que du leadership. Comme en digital, on est facilement déstabilisé par l'absence du public, la verticalité est également assimilable au dos du Bouddha, j'ai envie de dire, du zen, de la sérénité. De retrouver sa sérénité en reconstruisant sa verticalité. Et vous l'observez peut-être là où vous êtes devant vos ordinateurs, vous constatez en tant que public, vous êtes public en ce moment, que vous êtes plutôt, mais comme quand vous êtes d'une certaine manière orateur face à vos ordinateurs, plutôt dans la posture du molluscus. Donc je vous invite, petit exercice à distance, à retrouver votre verticalité et pour ce faire, à utiliser un point qui serait comme une caméra et qui soit, alors soit vous surélevez votre ordinateur, ça suppose un peu logistique, soit vous utilisez face à vous, dans la ligne horizontale de votre œil, un point sur le mur par exemple, que vous fixez comme si c'était une caméra et qui va vous permettre de retrouver cette verticalité assise. Tout à l'heure j'évoquais la verticalité debout, retrouver la verticalité assise et qui se manifestera notamment par la cambrure lombodorsale, c'est-à-dire que le tiers bas du dos va se creuser légèrement comme on trouverait en karaté ou dans les arts martiaux, comme on trouve au tennis. Donc un dos reconstruit qui va vous redonner cette crédibilité, cette efficacité et toutes les vertus qu'on a évoquées tout à l'heure. L'art oratoire est un sport. Et la troisième des clés que j'aimerais évoquer également en digital, c'est la voix. On a parlé du regard, du système d'écoute, du dos, du système d'équilibre, et maintenant, cette voix qui consacre l'orateur, qui est l'outil de l'impact, impact physique, même dans un monde digital. La difficulté qu'on rencontre dans un monde digital, c'est qu'on est souvent dans une pièce qui n'est pas très grande, un bureau, son salon, je l'évoquais, ou son bureau à domicile, et qu'on a plutôt tendance à parler en voie de discussion, parce qu'on a le sentiment de la proximité du public, ce qui fait qu'on est vraiment dans une voie, j'allais dire, sous-investie, une voie presque de machine à café, commune. Et ceci démobilise dans la perception du public le personnage. Il ne voit plus le personnage. Alors il faut utiliser, c'est vraiment la recommandation que je vous donne, outre celle du regard et du dos, il faut utiliser une voix de travail. Une voix de travail, c'est-à-dire une voix puissante, une voix qui vous donne une radiance particulière, qui sera non pas votre radiance personnelle, mais la radiance de votre rôle, de votre personnage. Alors il ne s'agit pas de mettre forcément des décibels pour trouver la puissance, il s'agit de trouver la puissance dans la résonance, dans le timbre de la voix, c'est-à-dire de faire un effort physique et musculaire pour toucher son public sans forcément monter extrêmement dans les décibels. Pour terminer, pour conclure cette conférence où vous voyez, je fais des parallèles entre l'orateur en présentiel, l'orateur en digital, afin de couvrir un certain nombre de réalités que vous rencontrez dans vos prises de parole en public. Je reviendrai sur cette idée du regard de voix. Comment l'incarnation du personnage et le fait de mobiliser dans son corps, incarner, prêter sa carne à, mobiliser trois fonctions, du regard, du dos et de la voix, va créer en vous, et il vous appartiendra de l'entretenir,
une synergie à l'intérieur de vous. Et cette synergie du RDV va entraîner le temps de vos prises de parole, exposés, réunions, visioconférences, audioconférences, webinaires, une synergie du groupe, de vous et de votre public. Et travaillant votre art, vous allez également créer un troisième niveau de synergie ou de dynamique qui est que par rapport au projet que vous portez, projet juridique, projet de compliance, créer une synergie, une dynamique globale des équipes pour le futur. Parler en public, c'est un art de l'action pour l'action. Et quand l'orateur est très en place, alors il crée une onde de choc qui met en action et en réaction et en action les membres du public dans le sens du projet qu'il est en train de défendre. C'est ce que je vous souhaite et je vois Brice s'approcher. Il est temps de terminer cette conférence. Merci à vous.